Bonsoir. Ce soir, je voudrais réfléchir à la question de la compatibilité entre démocratie et capitalisme. Mais je veux aussi expliquer quelque chose que j'ai introduit en passant dans les cours précédents, l'idée de légitimité démocratique en relation avec la liberté d'agir. Et je veux expliquer pourquoi, en raison de cette relation à la liberté d'agir, la démocratie est une idée très exigeante qui déclenche une critique non seulement de l'État capitaliste, mais aussi de l'État socialiste. Je commencerai par quelques remarques sur le capitalisme et la démocratie. Je passerai ensuite à quelques remarques sur le socialisme et la démocratie. Et je terminerai par quelques réflexions sur l'utopie et peut-être aussi sur l'utopie communiste. Comme certains d'entre vous le savent, peut-être le point culminant de cette utopie est le dépérissement de l'État. Et je voudrais conclure cette soirée en expliquant pourquoi la démocratie est en tension avec l'institution de l'État et porte à une thèse sur son dépérissement. Alors, la conférence précédente s'est terminée sur une question. Si l'État est un terrain de contestation plutôt qu'un instrument fixe de la domination de classe, comment les institutions peuvent-elles être réformées pour nous permettre de réaliser la liberté d'agir? C'est la question des conditions dans lesquelles la démocratie peut être transformée. Alors, je voudrais aujourd'hui analyser la question de la compatibilité de la démocratie avec les institutions capitalistes d'un côté et socialistes de l'autre. On va commencer par la question de la compatibilité entre démocratie et capitalisme. Et pour y répondre, je vais commencer autrement. Non pas par la tradition socialiste, mais avec la tradition libérale, ou bien libéral égalitaire. Le libéralisme égalitaire, c'est une famille de positions qui a dominé la théorie politique anglo-américaine pendant le dernier demi-siècle. Et ce n'est pas là que les socialistes cherchent habituellement leurs ressources intellectuelles. La méfiance mutuelle est ancienne. Elle remonte non seulement au débat politique sur leur morale et la nôtre, mais aussi à d'autres débats, des débats philosophiques. Dans quelle mesure la critique marxienne du capitalisme est-elle une question de justice? Débat sociologique. Quelle est la relation entre l'individualisme libéral et l'holisme dans les discussions sur les agents et la structure? Débat historique, enfin, sur la continuité entre les idéaux des Lumières et la pensée marxiste. Mais on peut aussi choisir de commencer autrement, et c'est là que je vais commencer. Les grandes figures du libéralisme égalitaire épuisent à elles toutes à peu près tous les développements théoriques intéressants de la théorie politique anglo-américaine des 50 dernières années. Leur critique du capitalisme, si réticente soit-elle, devrait être une raison de se réjouir plutôt que, comme c'est la tendance entre les marxistes, d'alimenter des nouvelles suspicions. Dans nos efforts pour actualiser le socialisme face aux défis du XXIe siècle, il est utile de commencer par les points où le chevauchement entre la pensée libérale de gauche et la pensée socialiste est incontestable, de manière à ouvrir l'espace pour un engagement plus critique sur les questions où elles s'opposent clairement. Car s'il existe d'importantes affinités quant aux exigences de la morale et de la justice dans les circonstances idéales, il existe aussi des différences significatives quand il s'agit d'aborder la question de la légitimité politique dans des conditions de domination structurelle. C'est un sujet sur lequel la théorie politique dominante est étonnamment silencieuse, et c'est précisément là que la tradition socialiste a le plus à contribuer, avec une théorie de la légitimité politique bien plus démocratique et bien plus radicale par rapport à la théorie de la liberté de la théorie libérale. Mon point de départ est le suivant. Si les libéraux égalitaires reconnaissent largement l'incompatibilité entre démocratie et capitalisme, les conséquences de cette reconnaissance ne sont jamais pleinement tirées. Le socialisme n'apparaît que comme un idéal attrayant,
dont la poursuite ne mobilise que des institutions et des normes libérales démocratiques. Mais c'est précisément là qu'il faut aller plus loin. Dans le monde tel qu'il est, la justice socialiste ne peut pas être réalisée que par des institutions libérales. Et penser moralement le socialisme ne peut pas être séparé de le penser politiquement. La question est de savoir comment étendre l'analyse des exigences normatives que les libéraux égalitaires sont prêts à partager avec leurs homologues socialistes, par exemple la critique des rapports de propriété capitaliste, l'exigence d'un contrôle démocratique des ressources productives, l'insistance sur le fait que la liberté authentique requiert des conditions matérielles et institutionnelles permettant l'autodétermination. Comment donc étendre l'analyse de ces exigences à une critique de l'État et à une théorie de la légitimité politique qui soit adaptée aux conditions d'une société de domination structurelle? Mais pour y parvenir, il faut d'abord s'engager de façon plus constructive avec le libéralisme égalitaire. On peut commencer par là. Alors, le courant le plus influent de la philosophie politique libérale égalitaire fonde sa conception des institutions justes sur 3 exigences qui correspondent étroitement au principe du droit que j'ai développé dans ce cours. Le premier de ces exigences est l'équivalent du principe que vous connaissez déjà bien, notre principe de liberté. Chaque personne doit pouvoir prétendre à un ensemble pleinement adéquat de libertés fondamentales, compatible avec la même ensemble pour tous, c'est-à-dire que l'ordre juridique et politique doit être organisé autour de la protection et de l'expansion de la capacité de chaque personne à l'autodétermination, non pas simplement comme droit formel, mais comme condition effectivement praticable. La deuxième est un principe d'égalité. Les inégalités sociales et économiques ne sont acceptables que lorsqu'elles correspondent à des positions ouvertes à tous, dans des conditions d'égalité des chances, et que ce sont les membres de la société les moins avantagés qui en profitent le plus. C'est le deuxième principe de la justice, ou pour le dire dans le cadre développé dans ce cours, la valeur inconditionnelle de chaque personne en tant que porteur de liberté doit se refléter dans la distribution des conditions dans lesquelles la liberté peut s'exercer. Il y a aussi un troisième principe, le principe implicite d'indépendance qui est sous-jacent à ces 2 exigences. Il faut que ceux qui sont soumis à l'autorité politique soient aussi de véritables co-auteurs des termes de leur coopération et non simplement des sujets. Pour les libéraux égalitaires, la valeur équitable des libertés politiques, non pas leur simple possession formelle, est traitée aussi comme une condition non négociable d'une structure de base juste. Alors, si la théorie de la justice développée dans cette tradition était au départ indifférente à la question des configurations institutionnelles possibles de ces principes, des lectures ultérieures ont essayé de combler ce vide. Le philosophe américain John Rawls lui-même a reconnu dans ses derniers écrits que sa théorie avait insuffisamment distingué entre les différents régimes institutionnels susceptibles de réaliser ces principes de la justice, comblant ainsi une lacune que ses travaux initiaux, entièrement consacrés à l'élaboration abstraite des principes de la justice, avaient laissé ouverte. Et pour comprendre pourquoi, considérons les 2 formes institutionnelles que John Rawls analyse le plus souvent en relation avec le système capitaliste. La version de l'État laissez-faire et la version de l'État-providence. Dans la version laissez-faire, illustrée par les États-Unis et dans une certaine mesure par le Royaume-Uni depuis les années 1980, le marché est traité comme le mécanisme principal d'allocation des ressources, tandis que l'État se cantonne à la protection des droits de propriété et à l'application des contrats. Dans la version de l'État-providence, illustrée par exemple par les social-démocraties scandinaves ou l'Europe continentale d'après-guerre,
l'État intervient plus activement pour corriger les pires résultats distributifs du marché, tout en laissant intacte la structure fondamentale de la propriété productive. Et les deux sont des formes de capitalisme au sens précis qui comptent ici et qu'on a aussi analysé dans le cours. Toutes deux permettent la propriété privée concentrée des ressources productives et reproduisent donc l'asymétrie structurelle entre ceux qui contrôlent les conditions de production et ceux qui doivent vendre leur travail de la façon dont cette concentration le demande. Cette asymétrie sape l'idée que nous sommes tous des auteurs égaux des règles auxquelles nous sommes soumis. C'est aussi une des réflexions de John Rawls. Les libéraux égalitaires expliquent ce point en se référant, comme Rawls le fait, à la valeur équitable de la liberté politique, l'exigence que les citoyens aient une chance à peu près égale d'occuper une fonction publique ou d'influencer la politique gouvernementale, quelle que soit leur classe sociale. Or, les institutions capitalistes sont incapables de garantir cela, dans les deux versions, de l'État-providence et de l'État laissez-faire. Pensez à l'exemple d'Elon Musk que nous avons évoqué lors d'une séance précédente et au risque que ces tweets puissent influencer les résultats des élections d'un pays démocratique bien plus qu'un citoyen ordinaire de ce pays même. Ou pensez au réseau de financement politique des partis aux États-Unis, de la fonction des lobbies, où une poignée de milliardaires peuvent orienter l'agenda législatif d'un parti entier, tandis que les syndicats des travailleurs se voient progressivement privés des moyens juridiques de faire entendre leurs revendications collectives. Les inégalités socio-économiques que permet le capitalisme dans ces deux versions détruisent la valeur équitable de la liberté politique en permettant aux citoyens fortunés de pervertir le processus de décision politique en s'assurant des possibilités de façonner l'agenda public qui sont refusées à leurs homologues plus vulnérables. Ce n'est pas seulement que certaines personnes ont plus d'influence politique que d'autres, c'est que la concentration du pouvoir économique génère une distorsion systématique et autoreproductrice de la vie politique que les procédures démocratiques formelles ne peuvent pas corriger de l'intérieur. Alors, le capitalisme, même dans sa forme plus douce de l'État-providence, ne parvient pas à promouvoir les exigences de la liberté pour tous, car il permet à une petite classe de propriétaires de détenir un quasi-monopole sur les moyens de production, corrompant aussi le système politique représentatif. Et ce n'est pas seulement une question d'écart entre riches et pauvres, c'est une question de structure prédistributive de la propriété productive elle-même. L'État-providence tente de gérer les inégalités générées par la propriété productive concentrée par une redistribution après coup, par les impôts ou les prestations sociales, mais cette redistribution après coup laisse intacte la structure fondamentale de la propriété et avec elle les mécanismes structurels par lesquels le pouvoir économique concentré se traduit en pouvoir politique concentré. Pensez à la social-démocratie suédoise au sommet de son développement dans les années 1990, des impôts élevés, une protection sociale généreuse, des syndicats puissants, et pourtant, la propriété des grandes entreprises, Volvo, Ericsson, les banques, reste concentrée entre les mains de quelques familles. Quand le mouvement syndical suédois a proposé les fonds Meidner, un mécanisme permettant aux travailleurs d'acquérir progressivement des parts dans les entreprises, le patronat a mobilisé toutes les ressources possibles pour bloquer la réforme. Et il est parvenu. La redistribution, donc, n'avait pas touché à la structure de la propriété, et c'est précisément cette structure qui a permis aux détenteurs du capital de défendre leurs intérêts quand ils se sont sentis vraiment menacés. Les mesures conçues pour protéger la valeur équitable des libertés politiques au sein de cette structure de l'État-providence, financement public des élections, limites aux contributions aux campagnes électorales,
accès plus égal aux médias, elles sont des mesures vraiment très importantes, mais elles s'attaquent aux symptômes plutôt qu'aux causes. Tant que la question de qui contrôle les moyens de production est laissée au fonctionnement ordinaire des marchés capitalistes, ceux qui contrôlent les ressources productives pourront toujours utiliser leur avantage structurel pour réaffirmer, au cours du temps, leur influence sur le processus politique qui sinon pourrait les contraindre. On pense à la menace du veto d'investissement, au pouvoir informationnel, aux exemples qu'on a donnés dans le cours, à la capacité de sortir des fluides de capital, etc. Alors cette reconnaissance dirige les libéraux égalitaires vers des alternatives allant au-delà du capitalisme de l'État-providence et de la réforme procédurale, ce qui est pertinent pour John Rawls aussi et pour des autres interprètes libéraux égalitaires, c'est de faire la distinction entre redistribution et prédistribution, entre gérer les conséquences de la propriété concentrée et modifier la structure de la propriété elle-même. Et je reviendrai sur les détails la prochaine fois, parce que ce qui m'intéresse ce soir, c'est de souligner comment, après avoir correctement diagnostiqué l'incompatibilité structurelle de la démocratie et du capitalisme, et après avoir identifié des alternatives institutionnelles souhaitables, ce que John Rawls appelle la property owning democracy et le liberal socialism, le socialisme libéral, la tradition libérale égalitaire n'a plus rien à dire sur les conditions politiques dans lesquelles ces alternatives pourraient être réalisées. Or, une société gangrénée par l'injustice de classe, où les intérêts de quelques citoyens fortunés façonnent les règles dominantes de la coopération sociale, n'est clairement pas une société démocratique. C'est une société, dans le sens de Rawls, mal ordonnée, une société qui manque d'une constitution juste, qui manque de critères mutuellement acceptables façonnant son sens de la justice et où les contraintes de la raison publique sont inapplicables parce que le concept de public dans la raison publique n'est jamais institutionnalisé. Donc cela reste un idéal de la raison. Alors quel type de légitimité l'autorité politique peut-elle revendiquer et qu'est-ce qu'une conception plus exigeante de la liberté révèle sur ce que cette autorité peut légitimement prétendre? Et c'est ici que la tradition socialiste apporte sa contribution la plus spécifique. L'idée que la démocratie est un idéal bien plus exigeant que ne le reconnaît le libéralisme égalitaire et que toute autorité politique dont le rôle se limite à équilibrer les relations entre classes dans un cadre capitaliste ne jouera au mieux que d'une légitimité limitée et provisoire. Cette conception socialiste de la légitimité politique s'inscrit en réalité dans une tradition radicale de réflexion sur la liberté à laquelle appartiennent des auteurs aussi divers que Machiavel, Rousseau, Kant, Hegel, Marx et moi aussi. Dans ce courant de pensée, comme je l'ai déjà souligné, il y a une différence entre liberté apparente et liberté authentique. Je suis authentiquement libre, non pas quand je peux choisir entre différentes options, c'est la liberté de choix dont on a aussi parlé, mais quand mes décisions sont prises d'une manière libre de la peur, du besoin, du préjugé, de la manipulation, dans des conditions épistémiques justes, et c'est là la liberté d'agir, ce qu'on appelait la liberté d'agir. Alors, une autorité politique exerce son pouvoir de manière pleinement légitime uniquement si les gens établissent et maintiennent des institutions collectives qui réalisent leur liberté authentique. C'est la liberté d'agir. Cet idéal de démocratie, comme je vais essayer de l'expliquer, est si exigeant qu'il est incompatible non seulement avec l'État capitaliste, mais aussi avec l'État socialiste, et conduit, si on le prend au sérieux, jusqu'à l'idée du dépérissement de l'État lui-même, et je vais vous faire voir pourquoi. C'est précisément là, pour la tradition marxiste, la différence entre le socialisme et le communisme comme idéal.
Le socialisme comme phase transitoire où l'État subsiste encore sous forme coercitive, le communisme comme société dans laquelle il a finalement disparu. Et pour comprendre pourquoi, considérons l'une des définitions les plus controversées de la liberté que l'on trouve dans la critique du programme de Gotha de Marx. La liberté réelle, dit Marx, consiste à convertir l'État d'un organe superposé à la société en un organe qui lui est complètement subordonné. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De convertir l'État d'un organe superposé à la société à un organe qui lui est subordonné. Je pense qu'il y a ici 3 présupposés normatifs que la tradition marxiste ne nous explique pas, mais que je vais essayer d'expliquer. Alors, le premier est qu'une composante importante de la réalisation de la liberté d'agir réside dans le processus par lequel on se libère soi-même. Un processus qui doit être autodirigé plutôt que guidé par les autres. C'est l'expression politique de la maxime des Lumières consistant à penser par soi-même. Alors, on va appeler ça la liberté comme autolibération. Le deuxième présupposé est que le processus de libération de soi requiert une transformation dans la façon dont la volonté de se libérer s'exprime conjointement avec d'autres dans des institutions sociales et politiques prenant des décisions collectives. C'est l'expression politique de l'idée de se mettre à la place de tout autre. Et je vais appeler ça la liberté comme règle juste. La troisième idée, c'est ce qui nous amène à la critique de l'État lui-même. L'institution de l'État n'exprime pas pleinement la liberté d'agir, donc la liberté n'est pas pleinement réalisée quand une majorité opprimée transforme un État injuste en un État juste. La réalisation de la liberté d'agir exige la subordination de l'État à un ensemble alternatif de pratiques de formation de la volonté libre. C'est ce que Marx appelle simplement la société. Et c'est l'expression politique de la notion d'indépendance. Et je vais appeler ça la liberté comme volonté publique. Mais il s'agit de penser la liberté comme volonté publique au-delà de l'État. On va voir pourquoi. Ces 3 dimensions ne sont pas extérieures au cadre développé dans ce cours. Elles sont l'articulation politique des 3 principes des Lumières, qui sont devenus principes moraux, qui sont devenus principes du droit et là, principes d'action politique. La liberté comme autolibération est ce que le principe de la liberté exige quand il s'exprime politiquement. L'ordre juridique et politique ne doit pas seulement protéger l'autodétermination comme droit formel, mais le réaliser comme activité véritablement autodirigée. La liberté comme règle juste est ce que le principe d'égalité exige quand il s'applique à l'exercice de l'autorité collective. La valeur inconditionnelle de chaque personne doit se refléter non seulement dans la distribution des ressources, mais dans les termes selon lesquels le pouvoir est exercé sur elle. Et finalement, la liberté comme volonté publique est ce que le principe d'indépendance exige dans la forme la plus exigeante. Non pas simplement que les citoyens participent à des institutions communes, mais que ces institutions parlent véritablement au nom de tous ceux qui leur sont soumis. Pour expliquer la relation entre État et société, alors nous devons comprendre ce que chaque terme signifie et comment la liberté est impliquée dans l'État et dans la société. Alors l'État, c'est une institution publique qui revendique la souveraineté sur un territoire particulier, détient le monopole de l'usage de la force et a l'autorité de réguler coercitivement les relations entre les personnes. Les États sont divisés par des frontières et ont des histoires, des cultures et des pratiques sociales très différentes, mais ils partagent aussi des caractéristiques structurelles fondamentales. La plus importante, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est la fonction sociale du droit, donc le caractère est historiquement contingent. Les socialistes ont appelé cet ensemble de pratiques telles qu'elles appliquent aux conditions historiques modernes le système capitaliste de production. Et
là, socialistes et libéraux égalitaires s'accordent sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système capitaliste de production et supposent que la démocratie des propriétaires et le socialisme libéral pourraient être des idéaux justifiés. La question est, quelle légitimité l'État a-t-il dans les conditions qui se situent entre la société que nous avons et celle à laquelle nous aspirons? Et les socialistes pensent que dans la mesure où la réalisation de la liberté externe requiert l'intervention de l'État et dans la mesure où l'État reste un arbitre neutre dans la dynamique entre les différentes classes sociales, la liberté pleine ne peut pas être réalisée. Pourquoi? Le problème général peut être présenté de la façon suivante. Imaginons un État où les structures fondamentales qui permettent la coopération sociale sont affectées par des inégalités économiques persistantes dues au mécanisme par lequel la richesse est produite et distribuée, les arrangements juridiques, les règles de propriété et d'héritage, les réseaux formels et informels de coopération, la culture dominante de la société, tout cela tend à hériter de ces inégalités et à les reproduire. Alors, loin d'être équitable et ouverte à tous, les opportunités politiques et l'accès des gens aux fonctions et positions sont corrompus par ces profondes asymétries dans le degré de pouvoir social et politique contrôlé par les membres des différentes classes. Les points de vue et les intérêts de certains groupes tendent à être systématiquement promus dans la sphère publique au détriment des autres. Il y a des gagnants, une petite minorité, les oligarques, des magnates des médias, et des perdants, la vaste majorité. Il y a aussi ceux qui ni gagnent ni perdent, je vais les appeler les observateurs neutres. Les gagnants ont tendance à continuer à gagner, les perdants ont tendance à perdre, avec quelques exceptions individuelles. Et ces inégalités ont aussi des implications épistémiques importantes pour la capacité des personnes à observer les déficiences du système, à attribuer des responsabilités pour les injustices qu'il produit et à vouloir faire les choses différemment. Et il constitue une forme d'une injustice épistémique. Une manifestation de cette injustice est que les institutions qui en résultent entravent la liberté d'agir, même là où elles permettent une certaine liberté de choix, comme on a vu dans un des cours précédents. Par exemple, dans les conditions capitalistes, un travailleur a la liberté de choisir d'offrir ou non son travail à vendre à un capitaliste, mais il n'a pas la liberté d'agir, puisque sa position sociale détermine les options qui lui sont disponibles. Et cette position sociale n'est pas la sienne seule, elle est partagée par tous ceux qui occupent la même place dans les rapports de production, et c'est pourquoi on revient au concept d'autolibération. L'autolibération ne peut pas être un projet individuel, elle est nécessairement collective parce que la domination qu'il s'agit de surmonter est elle-même structurelle et collective. Alors, décrit de cette façon, l'État capitaliste ne satisfait pas les critères de légitimité exposés lorsqu'on explique la relation entre les institutions avec les conditions politiques de la liberté externe. Premièrement, l'État capitaliste entrave la liberté comme autolibération. Ce n'est que lorsque les dominés s'organisent collectivement pour surmonter le capitalisme et changer les règles de la coopération sociale qu'ils commencent à se libérer eux-mêmes. Deuxièmement, l'État capitaliste n'incarne pas un système équitable de coopération où les avantages et les charges sont distribués d'une manière qui reflète les critères d'égalité et la valeur inconditionnelle de chaque individu. Au contraire, dans une société capitaliste, les interactions sociales sont de plus en plus marchandisées. L'État capitaliste entrave donc la liberté comme règle juste. Troisièmement, l'État capitaliste entrave la liberté comme volonté publique. Les marchés capitalistes ancrent des relations d'oppression qui reproduisent des structures juridiques et sociales qui font que les victimes de la domination structurelle sont simplement coercées par la loi. Alors, être simplement coercé par la loi,
signifie avoir peu de voix authentiques dans la façon dont les lois se forment, vous affectent et sont ensuite interprétées et transformées. Dans la conception démocratique radicale que je viens de présenter, un ordre politique peut être considéré comme légitime quand il réalise la liberté authentique dans ses trois dimensions, autolibération, règles justes et volonté publique. Alors, le devoir des citoyens d'obéir et la prétention de l'État à faire appliquer ses lois sont tous dérivés de cette autorité législative fondée sur la liberté. C'est la fonction normative du droit. Mais un ordre politique légitime est celui qui permet à ceux qui lui sont soumis d'interagir à travers des institutions créées par eux, c'est-à-dire liberté de parler pour soi-même, qui réalisent la justice égale, se mettre à la place de tout autre, et qui parlent au nom de tous, agir de manière cohérente. Et c'est seulement là que le pouvoir politique peut créer des pratiques de formation de la volonté dans lesquelles, comme le dit Rousseau, chaque associé, en s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même. Ou, comme le formule Kant, où tous décident de tout, donc chacun seulement de lui-même. C'est cette conception très exigeante de la démocratie. Et cependant, la contribution socialiste à cette tradition de démocratie radicale est de souligner que lorsqu'un ordre politique est corrompu, comme l'État capitaliste, l'État échoue à promouvoir la liberté d'agir dans ces trois dimensions politiques. Dans le système capitaliste, la loi ne reflète pas ou n'exprime pas de façon adéquate la volonté de tous ceux qui tendent à perdre systématiquement dans le système, puisque les perdants sont simplement contraints par la loi, ils peuvent avoir des raisons à vouloir la changer. Alors, supposons qu'ils se révoltent et cherchent à modifier les règles régissant la structure économique sociale. Supposons qu'une période de révolution politique s'ensuit, les perdants réécrivent la Constitution, modifient profondément les arrangements de propriété, changent les règles d'héritage, abolissent les privilèges économiques et utilisent le pouvoir coercitif de l'État pour préparer la transition vers une société dans laquelle la liberté est réalisée. Alors, si la démocratie est incompatible avec l'État capitaliste, est-elle compatible avec l'État socialiste dans cet exemple? Eh bien, ce n'est pas non plus le cas. Dans la tradition socialiste, la liberté réelle est atteinte quand l'État est subordonné à la société. On dit très peu sur ce que devrait ressembler exactement une société pleinement libre, mais on consacre beaucoup d'énergie à discuter de la phase intermédiaire, une société entre l'effondrement du capitalisme et un monde dans lequel la liberté pleine est réalisée extérieurement. Et cette étape transitoire est ce qu'on a appelé parfois dans la tradition la république sociale. Dans tous les cas, ce qui ressort par rapport à une société pleinement libre, c'est la permanence dans la république sociale du pouvoir coercitif exercé par l'État. Alors, la république sociale n'est pas aussi le règne complet de la liberté. C'est une institution historiquement contingente qui exerce l'autorité politique sur une base transitoire et provisoire. Elle constitue un ensemble de mesures favorisant la liberté, mais elle n'incarne pas la liberté elle-même. De plus, étant liée à l'exercice coercitif du pouvoir, la légitimité dont elle jouit est de nature limitée. Alors pourquoi la légitimité de la République sociale, de l'État socialiste, pourquoi est-elle une forme limitée de légitimité? Et pourquoi est-elle une forme de légitimité tout de même? La réponse réside, je pense, dans un argument que la tradition ne nous donne pas, mais qui concerne l'impact épistémique de la domination structurelle sur les conceptions de la justice et de l'injustice. Si l'argument sur les effets idéologiques des rapports sociaux capitalistes est recevable, il est peu plausible de s'entendre à ce que tout le monde dans une société qui émerge de l'injustice capitaliste endosse un projet de libération sociale. Les dominés eux-mêmes acquerront
dans le cours de la lutte politique, une perspicacité épistémique sur l'échelle de la justice. Mais cette perspicacité épistémique, elle ne sera pas partagée par tous. Des préjugés épistémiques peuvent empêcher des membres de certains groupes de s'identifier aux nouvelles institutions. Ce sont ceux qui ont des intérêts acquis dans la préservation de l'ordre précédent ou des élites administratives et politiques qui sont idéologiquement aveugles à l'échelle de la domination. Ainsi, toute configuration institutionnelle, aussi juste soit-elle, dans son inception, sera purement coercitive pour certains. Alors, si une minorité dissidente ne se reconnaît pas systématiquement dans la façon dont les institutions expriment la volonté collective, il y a de bonnes raisons de soutenir que l'institution est en deçà de la pleine légitimité. Les institutions qui émergent, les institutions de l'État socialiste, les institutions révolutionnaires, ne peuvent pas parler au nom de tout le monde, puisque tout le monde n'endosse pas le projet social qu'elles promeuvent. Et quand c'est le cas, l'autorité politique établie peut agir justement, mais elle n'est que partiellement légitime. Mais l'échec des nouvelles institutions à articuler la volonté de tous est un problème même si l'ordre politique révolutionnaire arrive au pouvoir pacifiquement et exerce ce pouvoir sans supprimer des libertés existantes, la liberté de voter, d'associer, d'exprimer ses opinions. Ce qui est pertinent, c'est que même si c'est une transition démocratique, c'est une transition révolutionnaire, c'est-à-dire au sens d'une rupture fondamentale avec l'ordre constitutionnel précédent qui conduit à l'établissement d'un nouvel ensemble de lois fondamentales changeant radicalement l'organisation de la coopération sociale. Comme le dit Engels, puisque l'État n'est qu'une institution transitoire dont on fait usage dans la lutte, dans la révolution ou dans les réformes révolutionnaires, il est pure absurdité de parler d'un État populaire libre. Tant que les dominés font encore usage de l'État, ils en font usage. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de liberté, et dès qu'il peut être une question de liberté, l'État en tant que tel cesse d'exister. Alors, si le but de la République sociale, de l'État socialiste, est de promouvoir la démocratie radicale, les réformes entreprises pendant la période de transition essaieront de disperser le pouvoir plutôt que de concentrer davantage. Et c'est là, vous voyez, la grande différence entre les socialismes d'État du XXe siècle, qui ont concentré le pouvoir, et un idéal de réalisation de la liberté par les socialistes qui aurait dû le disperser. Pourtant, la théorie de la démocratie nous rappelle qu'il ne suffit pas de faire des lois cherchant à abolir le conflit entre groupes quand les effets épistémiques de la division de classe survivent aux contraintes posées par les nouvelles structures légales et politiques. Pour que ces effets disparaissent, un changement générationnel peut être requis. Alors, si on pense aux révolutions précédentes, contrairement par exemple au cas révolutionnaire français, où la tâche d'instaurer un ordre politique plus juste est confiée à un groupe de dirigeants révolutionnaires qui peuvent suspendre les normes légales et abolir les libertés existantes pour gouverner une masse de personnes, la République sociale, telle qu'elle est conçue dans cette tradition de légitimité démocratique radicale, incarne la règle démocratique de la majorité dominée. Ces institutions ne sont pas supposées abolir les libertés existantes, mais leur donner une forme plus radicale. Alors, le premier pas, c'est pour ça que le premier pas d'une révolution de la classe dominée était de remporter la bataille de la démocratie. Et remporter la bataille de la démocratie exige que les dominés contrôlent les conditions de leur propre émancipation. Et il n'y a pas d'avant et d'après la Révolution quand il s'agit d'exprimer l'action politique des dominés dans la construction et le maintien d'une constitution démocratique conçue de cette façon-là. Par conséquent, contrairement à ce que prenaient les premiers communistes et aussi de nombreuses interprétations
ultérieure du socialisme d'État, etc., il n'y a aucune façon de contourner le consentement, l'adhésion et la pleine implication des dominés eux-mêmes pour surmonter leur propre domination. Alors, on voit là les limites des modèles, par exemple, d'avant-garde de développement des révolutions socialistes. En promouvant la liberté comme autolibération, et la liberté, c'est ça, la liberté comme autolibération, c'est ne pas contourner le consentement des dominés eux-mêmes, et la liberté comme règle juste, c'est de construire un ordre social qui représente également les dominés. L'analyse socialiste de la construction d'institutions démocratiques émerge là dans un caractère profondément antipaternaliste et anti-autoritaire. Et là aussi, on voit la différence entre ce projet radical démocratique et le socialisme du XXe siècle. Les deux traits, l'antipaternalisme et l'anti-autoritarisme, se reflètent aussi dans les mesures préconisées pendant la période de transition révolutionnaire, comme on peut voir par exemple dans l'analyse de Marx de la Commune de Paris, qui était l'approximation la plus proche de son idéal de règles légitimes qu'il nous soit disponible dans cette tradition démocratique radicale. Alors, quelles sont les mesures que cette tradition applaudit? Ce sont les décisions adoptées par les communards comme canalisant une volonté démocratique, la dissolution progressive de la bureaucratie de l'État, la tentative de réduire la domination des experts dans la prise de décisions politiques, l'abolition de l'armée professionnelle et la substitution par une milice citoyenne, la révocabilité des rôles et des positions administratives et judiciaires et la transformation progressive de la démocratie représentative en gouvernement populaire. Cette forme politique de la République sociale exprime l'implication et l'activité politique concrète de la majorité des dominés reprenant le contrôle des conditions de leur vie sociale, le contrôle politique et pas seulement économique. Elle articule un processus d'autolibération qui ne repose pas sur une élite de vanguarde, de politiciens professionnels, de cadres disciplinés, d'institutions technocratiques ou de gestion bureaucratique pour atteindre ses objectifs politiques. Et c'est là que Marx, par exemple, loue les travaux de la Commune de Paris et la façon dont elle supplante ce qu'il appelle le travail improductif et malhonnête des parasites de l'État. La forme politique, il nous dit, enfin découverte, dans laquelle réaliser l'émancipation économique du travail. Donc là, on voit le lien entre la politique et le système économique. Mais alors, en soulignant le caractère démocratique de cette république sociale, de l'État socialiste, Marx et les socialistes suivants insistent aussi sur son caractère provisoire et transitoire. Alors pourquoi? La forme politique prise par le processus d'autolibération ne vient pas confondue, n'est jamais confondue avec l'aspiration ultime. Tout comme les formes de participation politique directe qu'elle promouvait ne pouvaient pas réussir à éliminer entièrement le conflit politique, mais offrent seulement le milieu rationnel dans lequel la lutte des classes, des groupes, peut traverser ces différentes phases de la manière la plus rationnelle et la plus humaine. Engels a fait le même constat en comparant la légitimité de l'État démocratique à celle de l'Ancien Régime. Il disait en fait, les gens pensent avoir fait un grand pas en avant quand ils se sont débarrassés de la croyance en la monarchie héréditaire et ne jurent que par la République démocratique, mais en réalité, l'État n'est rien d'autre qu'une machine pour l'oppression d'une classe par une autre, et dans la République démocratique, pas moins que dans la monarchie, et au mieux, un mal hérité par les dominés après sa lutte victorieuse pour la suprématie de classe. Donc, ce n'est que lorsque le changement générationnel prend en charge les effets épistémiques du conflit de groupe que les gens sont des véritables agents libres et qu'un ordre politique différent commence à prendre forme. Les gens font ce qui est bien, juste, spontanément, après cet change générationnel, sans le besoin d'une autorité politique coercitive
pour faire appliquer un comportement conforme. C'est pourquoi Engels souligne que dès qu'il peut être une question de véritable liberté, le besoin de coercition disparaît et l'État en tant que tel dépérit. Ou comme la traduction allemande littérale le suggère, il disparaît, stirbt ab. C'est-à-dire, on ne l'attaque pas, mais il disparaît simplement. C'est un processus spontané. Alors, laissez-moi maintenant souligner, retourner au début du cours, pour souligner comment la théorie socialiste de la légitimité limitée de toute autorité politique, soit capitaliste, soit socialiste, peut être comparée au compte-rendu libéral égalitaire que j'ai introduit au début. Une institution qui agit justement, mais ne parle pas au nom de tout le monde, exerce l'autorité politique d'une façon qui a une légitimité limitée. Ceci diffère de nombreuses théories libérales de l'obligation politique qui prétendent que quand certains critères de justice sont satisfaits, le pouvoir coercitif de l'État est pleinement légitime. Mais cela diffère aussi des théories anarchistes parce que l'autorité politique n'est pas complètement illégitime quand elle est en deçà de l'adhésion de tous. Ceux qui déploient le pouvoir coercitif de l'État à des fins justes agissent avec une certaine autorité légitime, même s'ils le font de manière provisoire et sur une base transitoire. Alors, sur la théorie socialiste, la légitimité diffère de la justification. Alors que la justification explique le pouvoir d'une institution politique particulière en tant que valeur qu'elle est supposée promouvoir, la paix, la stabilité, l'ordre, la justice, la légitimité se réfère à l'autorité de cette institution à imposer des obligations à ceux qui sont soumis à l'exercice du pouvoir. En bref, la légitimité est une prétention à gouverner. La justification porte sur des raisons qui sous-tendent cette prétention. Pour les socialistes, alors l'État est au mieux un mal nécessaire et la question de ce qui donne aux États une prétention à gouverner ne peut pas être répondue seulement en référence aux valeurs génériques qu'une autorité de type étatique est supposée promouvoir. Mais dans la théorie socialiste de l'État, l'histoire, les conventions, la capacité à commander l'obéissance, l'autorité légale reconnue aux États, leur incarnation au pouvoir public et le fait qu'ils fournissent une cible contre laquelle les efforts de démocratisation des institutions sont dirigés, tout cela contribue à une réponse distinctive à la question de pourquoi cette autorité particulière a une légitimité plutôt que toute autre alternative imaginaire, comme nous disent les anarchistes, par exemple. Alors, la théorie de la légitimité limitée réoriente la question des alternatives à l'État d'une question qui regarde vers l'arrière, vers l'histoire, vers l'origine de l'État, à une question qui regarde vers l'avant, vers la transformation potentielle et la subordination de l'État à la société et d'éventuellement son dépérissement. Et alors là, ce dernier point est très important pour expliquer comment la théorie de la légitimité socialiste diffère de la théorie de la fairness, de la légitimité libérale, souvent associée au libéralisme égalitaire, même si les buts sont les mêmes, associés à John Rawls. À bien des égards, la société qui supprime les effets structurels des inégalités économiques et sociales déclenchées par des relations de marché capitalistes est une société bien ordonnée au sens rawlsien du terme. L'idée socialiste, c'est que même une société bien ordonnée, il y aura ceux qui s'opposent, comme Rawls aussi nous dit, au projet de liberté que cette société fait écho à la vision libérale égalitaire. Rawls aussi suppose que même dans des sociétés bien ordonnées, il nous dit, je cite, « il y aura de nombreuses vues déraisonnables ou des doctrines qui rejettent une ou plusieurs libertés démocratiques. » Alors, la question que Rawls pose est de savoir si ceux qui affirment leur sens de la justice traitent injustement des personnes en leur demandant de se conformer à des institutions justes. C'est la légitimité libérale.
Et dans Théorie de la justice, la réponse de Rawls, repose sur la justifiabilité d'une théorie de la punition et la présomption qu'un système coercitif est nécessaire pour garantir la stabilité de la coopération sociale. Dans le libéralisme politique, c'est une autre des œuvres de John Rawls, Rawls soutient que ceux qui sapent le système juste fournissent la tâche pratique de les contenir, et il nous dit comme la guerre et la maladie, pour qu'ils ne renversent pas la justice politique. Et le besoin d'une telle autorité coercitive, c'est la position de Rawls, est un fait permanent de la vie, ou semble l'être. C'est une citation. Alors, dans une perspective socialiste, ce qui vient contester aux libéraux égalitaires, c'est la réification de la nature humaine sur laquelle la prétention de Rawls semble se poser. Pour les socialistes, l'autorité coercitive publique n'a qu'une légitimité limitée et il n'a rien de permanent dans la justification. Si on arrive, comme dans l'idéal de la justice rawlsienne ou comme dans l'État socialiste, si on arrive à une société bien ordonnée, une société juste, qui fait vraiment disparaître l'inégalité, l'envie, les effets corrupteurs des hiérarchies de rang social, pourquoi supposer que les gens se méfieront encore les uns des autres et continueront à se surveiller pour s'assurer que tout le monde agit comme il se doit? C'est ça la réponse à la théorie de la légitimité politique libérale. Les socialistes nous disent qu'il y a quelque chose de vraiment pervers dans l'hypothèse ou bien que les gens créent une condition civile pour abandonner les dispositions antisociales qui les caractérisent dans l'état de nature, mais ils n'y parviennent jamais vraiment. Ce qui nous semble un fait permanent de la vie, en fait, comme le diront, c'est un fait permanent de la vie, pourrait avoir davantage avec les types d'institutions dans lesquelles les attitudes sociales se développent. Alors, la vision, là, on retourne à la vision très différente de la tradition socialiste de la nature humaine, car la vision socialiste de la nature humaine n'est pas une vision hobbesienne, mais insiste sur la force inhérente des normes morales une fois que l'influence corruptrice des institutions sociales injustes a été supprimée. Donc, on retourne là de la politique à la morale, mais sans avoir besoin des institutions de l'État coercitives pour réaliser des normes. Le compromis qui requiert l'acceptation d'une autorité publique coercitive n'est rien plus qu'un mal nécessaire, justifiable uniquement dans une autorité politique provisoire et transitoire. Et on comprend aussi l'utopie philosophique. La liberté authentique n'est pleinement réalisée que lorsque le besoin de cette autorité coercitive a été dépassé. Et c'est cela que signifie dire que l'État dépérit progressivement. Donc, il ne se rend pas plus nécessaire. Alors, une conséquence de la théorie de la légitimité limitée socialiste que j'ai décrite est qu'un État ne peut être pleinement légitime que lorsque les lois rendent les personnes pleinement libres. Mais c'est là aussi le paradoxe. Si les lois nous réussissent à nous rendre pleinement libres, elles nous émanciperaient aussi du besoin d'une autorité coercitive qui les applique. Et si les gens n'ont vraiment pas besoin d'être contraints par les lois, s'il n'y a plus de conflits structurellement enracinés, et si tout le monde fait ce qu'il est juste et ce qu'il doit faire sans besoin de sanctions et de punitions, l'État, du moins dans la forme que nous le connaissons, perdrait sa raison d'être. Il passerait, et là je reviens là à la phrase de Marx dans la critique de Gotha, il passerait d'un organe superposé à la société à un organe qui lui est complètement subordonné. L'État dépérirait spontanément. C'est pourquoi l'État, en tant que tel, n'est pas détruit ou démoli. Au lieu d'être abattu, il devient un outil pour promouvoir la liberté d'agir. Mais plus cette cause de promouvoir la liberté d'agir est efficace,
plus le sens de la justice s'établit à travers de nouvelles formes d'institutions sociales, à travers l'éducation, à travers la culture, à travers la coopération entre les humains, plus l'État commence à s'effacer et laisse la place à la société avec ses formes spontanées d'organisation sociale et sa coopération volontaire entre les gens. Donc, la République sociale incarne l'exercice démocratique de la règle coercitive par une majorité de dominés, mais le vrai règne de la liberté d'agir qui devient extérieur, qui s'externalise dans les relations entre les personnes, marque la fin du conflit social et avec lui de la distinction même entre les dominateurs et les dominés. Et la révolution ne peut être considérée comme vraiment réussie, non pas quand ceux qui gouvernent sont vraiment représentatifs des gouvernés, mais quand la différence entre les gouvernants et les gouvernés disparaît. Alors, la liberté authentique est pleinement réalisée dans une société où les gens font ce qui est juste parce qu'ils sont motivés par ce qui est juste. Donc, ils suivent l'impératif catégorique et non par la peur des sanctions ou le désir de récompenser. Quand la société est transformée de telle sorte que les êtres humains sont libérés des besoins matériels et de la compétition pour le pouvoir et la reconnaissance, les racines structurelles du conflit disparaissent progressivement. La vraie démocratie n'est donc réalisée que dans une société où prend fin le conflit politique compris comme conflit enraciné dans certaines conditions matérielles et dans l'existence des groupes et des différences entre dominés et dominateurs. Cela ne signifie pas que les différences individuelles disparaissent et que les désaccords prennent fin une fois pour toutes. Ce qui se passe, c'est que les désaccords n'ont plus une forme structurelle et peuvent enfin prendre une forme raisonnable. Les socialistes sont engagés dans l'idée qu'une société pleinement libre n'est pas une société qui réprime l'individualisme, mais une société où les différences individuelles s'épanouissent. Comme le dit Engels, la société ne peut pas se libérer à moins que chaque individu ne soit libéré. L'émancipation n'est atteinte qu'en offrant à chaque individu l'opportunité de développer toutes ses facultés physiques et mentales dans toutes les directions. Et donc, la démocratie comme mécanisme de décision reste cruciale même après que l'État a disparu. On n'a plus le pouvoir coercitif, mais on a des structures de décision, de prise de décision démocratique. Là où les désaccords sont raisonnables, la démocratie peut enfin prendre une forme plus délibérative et moins antagoniste. C'est une forme de règle collective qui n'a plus besoin du pouvoir coercitif de l'État. Elle reflète la sagesse du peuple, défendue par Aristote et Rousseau, mais dans un contexte où les objections matérielles et liées au pouvoir à cet idéal que Platon ou Hobbes ont souligné ne s'appliquent plus. C'est l'essence de l'idéal de la morale socialiste, de la société vraiment libre, qui sous-tend la théorie de la légitimité limitée de l'autorité politique. Et c'est pourquoi la légitimité politique et la démocratie n'est pas parfaitement atteinte ni dans le capitalisme ni dans le socialisme. C'est un idéal qui nous invite toujours à penser avec l'État, mais toujours aussi contre l'État. Et c'est aussi ce qui distingue cette vision d'un monde platonicien dans lequel les philosophes deviennent rois. Ici, c'est l'inverse, et comme nous l'avons vu dans un des premiers cours, quand je parlais de la critique de la raison pure et de l'idéal de la sagesse dans la conception kantienne de la philosophie, eh bien, dans cette vision du monde où le conflit social cesse d'avoir une forme structurelle, c'est là que tous les citoyens ont la capacité de devenir philosophes et les Lumières deviennent une mode de vie. La semaine prochaine, nous allons découvrir les applications cosmopolites de cette vision. Merci.